Elle n'était pas européenne. Elle n'était pas blanche. Et pourtant, elle a fait trembler l'un des plus grands empires de son époque. Voici l'histoire d'une femme que ni la religion, ni les armes, ni la peur n'ont réussi à faire plier. Elle s'appelait Nzinga. C'était une reine, une chef de guerre et une brillante stratège politique. Elle a régné sur le Ndongo, puis sur le Matamba, deux royaumes puissants d'Afrique centrale. Elle a résisté farouchement à l'invasion portugaise, défié les missions chrétiennes et tenu tête aux ambitions coloniales pendant des décennies. Si tu as toujours cru que seules des femmes comme Jeanne d'Arc ou Cléopâtre avaient marqué l'histoire, détrompe-toi, car l'histoire que tu vas découvrir n'est pas racontée à l'école. On a tenté de l'effacer, comme tant d'autres récits africains. Mais Nzinga est restée debout, et avec elle, une Afrique fière, libre et combattante. Donc laisse un like et reste jusqu'à la fin de la vidéo pour sauver cette histoire, pour qu'elle touche le plus grand nombre et que la vérité soit enfin connue. Nous sommes en Angola, entre 1580 et 1620, à une époque où l'Atlantique devient la plus vaste route de traite au monde. Les Portugais, solidement installés à Luanda, capturent ou achètent des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants pour les revendre au Brésil et dans les Caraïbes. Leur objectif est clair, convertir le royaume de Ndongo en simple réservoir d'esclaves. Pour y parvenir, ils nouent des alliances avec des chefferies voisines, manipulent les successions royales et alimentent les guerres locales. Chaque villa vidé, chaque marché contrôlé renforce leur emprise. Le Ndongo recule, sa population s'amenuise et les impôts imposés par Lisbonne étranglent l'économie. C'est dans ce climat d'urgence qu'en 1583 naît Nzinga Mbande. Sa famille porte le titre des Ngola, mot qui donnera plus tard son nom au pays, Angola. Son père, Ngola Kiluangi, connaît la politique portugaise. Un jour, il propose des marchandises. Le lendemain, ils exigent des captifs. Pour se défendre, il fortifie les frontières, recrute des mercenaires à Bangala et envoie Nzinga suivre une éducation peu commune pour une princesse. Maniement de la lance, tir à l'arbalète, équitation. Mais aussi rhétorique, langue kimbundu et portugais, et pratique rituelle destinée à légitimer le pouvoir royal. En 1617, la stabilité déjà fragile s'effondre. Kiluangi meurt lors d'une expédition punitive contre un fort portugais. Son fils Mbande lui succède, mais il porte tous les défauts que Nzinga n'a pas. Manquant d'expérience militaire, soupçonné d'être proche des missionnaires, il multiplie les concessions. Il livre des prisonniers de guerre aux trafiquants et signe des traités de vassalité que Lisbonne n'entend de toute façon pas respecter. Très vite, sa popularité s'effondre et, dans sa paranoïa, il voit en sa sœur l'alternative idéale que le peuple pourrait choisir. La même année, Nzinga met au monde un enfant, fruit d'une union politique censée renforcer sa légitimité. Pour Mbande, ce nourrisson représente un risque. Si Nzinga s'appuie un jour sur son fils, elle posera une double candidature au trône, par le sang et par la génération suivante. Le roi saute donc une étape macabre, il ordonne l'exécution de l'enfant. Plusieurs chroniqueurs portugais rapportent que le bébé est étranglé dans son berceau par deux officiers de la garde royale, sous les yeux de la nourrice impuissante. Nzinga est tenu à l'écart. On lui remet, plus tard, une minuscule dépouille pliée dans un drap rituel. Aucun rite funéraire n'est autorisé. L'idée est de briser définitivement l'espoir dynastique. Le choc est à la mesure du crime. Nzinga est démolie, mais elle ne laisse rien paraître. Elle ne proteste pas publiquement. Elle ne tente pas non plus une fuite vers les royaumes voisins. À la cour, beaucoup l'interprètent comme un signe de résignation. En réalité, c'est exactement l'inverse. Nzinga commence un long travail d'observation et d'infiltration. Elle suit les audiences de son frère, note l'antagonisme entre les missionnaires capucins et les capitaines esclavagistes, flatte les uns, rassure les autres, distribue discrètement des présents à ceux qui murmurent contre Mbande. À chaque cérémonie, elle s'avance d'un pas, gagne la confiance du Conseil des Anciens et retisse patiemment le réseau de dignitaires que son frère a écarté. Elle retient les failles. La garnison portugaise mal ravitaillée, la rivalité entre Mbangala et Mbundu, l'impopularité croissante des collecteurs d'impôts. Elle n'oublie rien de la lâcheté de Mbande. Et elle sait qu'un jour, quand l'opportunité surgira, elle ne ratera pas sa cible. L'assassinat de son fils, au lieu de la réduire au silence, vient de façonner la stratège la plus déterminée d'Afrique centrale. En 1622, la situation est critique. Les Portugais contrôlent Luanda, multiplient les razzias à l'intérieur des terres et exigent chaque année de nouveaux contingents d'esclaves. Conscient qu'une guerre frontale serait suicidaire, Mbande envoie finalement sa sœur comme négociatrice. Beaucoup y voient une manœuvre pour l'éloigner. Nzinga y voit une occasion de retourner la partie. Elle quitte le Ndongo, escortée d'un petit cortège, et atteint Luanda après plusieurs jours de marche. Dans la capitale portugaise, les fonctionnaires la reçoivent dans la grande salle du Fort São Miguel.
Ils s'attendent à un chef de délégation masculin. À leur stupeur, c'est une femme d'une quarantaine d'années, droite et sourde d'elle, drapée dans un épais manteau de brocart rouge et or. À la main, elle porte un sceptre représentant un jacintidé, l'oiseau sacré du Ndongo, symbole de persévérance. Aucun siège n'a été mis à sa disposition, une manière subtile de rappeler la prétendue supériorité européenne. Nzinga ne bronche pas. Elle fait signe à l'une de ses servantes, qui s'agenouille aussitôt et se cambre. Sans un mot, Nzinga s'assied sur son dos. Elle se retrouve ainsi à la même hauteur que le gouverneur João Correia de Sousa. Le message est clair, elle ne négociera qu'en égal. La discussion dure des heures. Les Portugais veulent le paiement d'un tribut en captif, la cession de points d'embarquement le long du fleuve Kwanza et la présence permanente de missionnaires. Nzinga écoute, reformule, temporise. Elle parle un portugais précis, ponctué de proverbes qu'imbendus, ce qui déconcerte ses interlocuteurs. Elle refuse les quotas d'esclaves, obtient une réduction drastique des taxes commerciales et limite l'activité des missionnaires à quelques enclaves. Elle accepte, en revanche, un geste hautement symbolique, son propre baptême. Devant les témoins surpris, elle reçoit le nom de Dona Ana de Sousa, en l'honneur de la femme du gouverneur. Pour les Portugais, c'est une victoire morale. Pour Nzinga, c'est une simple pièce sur l'échiquier. Lorsqu'elle repart, elle emporte un traité, des mousquets promis au Ndongo et surtout une information capitale. La garnison de Luanda est mal payée, mal nourrie et dépendante des livraisons venues du Portugal. Si ces lignes d'approvisionnement sont coupées, la position coloniale s'effondrera. De retour à la cour, Nzinga transforme son succès diplomatique en capital politique. Elle recrute des artisans pour fondre des canons, relocalise des villages entiers à l'abri des raids et envoie des émissaires jusqu'aux Hollandais de Recife pour préparer une alliance anti-portugaise. Dans les mois qui suivent, elle scelle des pactes avec les royaumes voisins de Kassange et Matamba, jetant les bases d'une coalition capable de harceler les comptoirs et d'asphyxier le commerce d'esclaves. En moins d'un an, la princesse écartée est devenue la diplomate la plus courtisée d'Afrique centrale. Le traité de Luanda ne garantit pas la paix, mais il offre à Nzinga ce qui lui manquait, du temps, des armes et une légitimité internationale. Désormais, les Portugais savent qu'en face d'eux se tient un stratège qui manie aussi bien la plume que l'épée et qui n'a pas l'intention de leur laisser le Ndongo sans combat. La paix signée à Luanda n'est qu'un sursis. Très vite, les Portugais rompent les accords. Ils continuent leur razzia, imposent de nouvelles taxes et traitent les alliés de Nzinga comme des vassaux. La réponse de Nzinga ne se fait pas attendre, elle lève une armée. Une vraie, disciplinée, organisée, mobile. Mais elle ne peut pas revenir à la cour du Ndongo. Son frère Mbande, rongé par la paranoïa, finit par se suicider. Les nobles refusent de reconnaître Nzinga comme reine. Trop de haine, trop de peur. Alors elle quitte tout. Elle abandonne le Ndongo et fonde un nouveau royaume dans les terres de Matamba. Un royaume forgé dans la guerre, dirigé par une femme, et prêt à frapper. À Matamba, Nzinga devient reine, mais surtout stratège militaire. Elle crée une armée mixte, des anciens esclaves affranchis, des mercenaires, des femmes guerrières redoutables. Elle enseigne la guerre de mouvement, frapper vite, reculer, piéger, harceler. Les Portugais, eux, sont lents, lourds, englués dans leurs fortifications. En 1641, une opportunité unique se présente. Les Hollandais, ennemis jurés des Portugais, prennent Luanda. Nzinga n'hésite pas une seconde. Elle envoie une délégation, propose une alliance et relance la guerre. Avec l'aide des Hollandais, elle multiplie les attaques. Des villages libérés, des garnisons prises d'assaut, des convois d'esclaves interceptés. Les campagnes de Nzinga sont brutales. Impitoyable, elle applique la stratégie de la terre brûlée, détruit les entrepôts portugais, empêche les récoltes d'arriver à Luanda. À chaque attaque, elle gagne du terrain et du respect. Dans les collines, dans les savanes, son nom devient une légende. Pour ses ennemis, un cauchemar. Mais la guerre a un prix. Elle perd des soldats. Ses alliés hollandais, après quelques années, se replient. En 1648, les Portugais reprennent Luanda. Nzinga doit fuir. Encore, mais elle n'abandonne pas. Même vieillissante, même affaiblie, elle poursuit la lutte. Elle recrée une nouvelle base à Matamba, restructure son gouvernement, impose sa loi aux chefs locaux. Elle interdit la traite d'esclaves sur ses terres, sauf pour les prisonniers de guerre. Une stratégie ambiguë, mais qui lui permet de garder un semblant de paix avec certains partenaires européens. Pendant plus de 30 ans, Nzinga tient tête aux colons. Sans armée européenne, sans renfort,
avec seulement sa volonté, sa stratégie et la peur qu'elle inspire. Quand elle meurt en 1663, à plus de 80 ans, elle est la dernière souveraine libre d'Angola. Une femme qui n'a jamais plié le genou, qui n'a jamais été soumise, et dont l'histoire, pourtant, a été oubliée pendant des siècles. Mais aujourd'hui, elle revient. Son nom, c'est Nzinga Mband, et son combat continue dans chaque femme, chaque homme, qui refuse l'injustice. Elle a dirigé, négocié, combattu et protégé son peuple jusqu'à la fin. Après sa mort, les Portugais essaient d'effacer son passage. Ils minimisent son rôle, modifient les récits et évitent de parler d'elle dans leurs archives officielles. Mais malgré leurs efforts, Nzinga n'est pas oublié. Pendant longtemps, son souvenir est transmis oralement. Les anciens racontent son histoire, les familles angolaises lui rendent hommage en silence. Elle reste vivante dans les traditions, les danses et les prénoms donnés aux enfants. Aujourd'hui, Nzinga est une figure respectée en Angola. Des rues et des écoles portent son nom. Une statue a été construite à Luanda, et son visage est même imprimé sur les billets de banque. Elle est reconnue comme l'une des premières femmes à avoir dirigé un pays africain avec autant d'autorité. Mais son influence ne s'arrête pas à l'Angola. Son histoire a traversé les océans. Aux Antilles, en Haïti, à Cuba, des descendants d'esclaves se sont inspirés de son combat. Même aux États-Unis, dans les mouvements pour les droits civiques, Nzinga est parfois citée comme un exemple de leadership africain. Pourquoi elle ? Parce qu'elle a prouvé qu'une femme pouvait résister à un empire, qu'elle pouvait gouverner, négocier, faire la guerre et défendre son peuple. Parce qu'elle n'a jamais été soumise. Nzinga Mband a marqué l'histoire. Pas seulement celle de l'Angola, mais celle de toute l'Afrique et de sa diaspora. Aujourd'hui, son histoire mérite d'être connue par tous. Pas pour la glorifier, mais pour se rappeler que l'Afrique a eu des dirigeants puissants bien avant la colonisation, et que leur exemple peut inspirer les générations actuelles. Si tu penses que son combat ne doit pas être oublié, alors parle d'elle. Partage son histoire. Enseigne-la autour de toi. Nzinga a résisté pour son peuple. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte qu'on ne l'oublie jamais. Et pourtant, combien d'entre nous connaissent vraiment son nom ? Combien savent que l'Angola moderne porte encore, dans ses terres et ses cœurs, les traces indélébiles de son courage et de sa lutte. Nzinga n'était pas juste une reine. Elle était bien plus, l'incarnation même d'un rêve africain, ce rêve de liberté, d'indépendance et de dignité. Si cette histoire t'a touché, inspire-toi de son combat et surtout, partage-la autour de toi. Fais vivre la mémoire de Nzinga pour que jamais son courage ne soit oublié. Et toi, quel héros africain aimerais-tu découvrir dans la prochaine vidéo ? Laisse ton commentaire juste en dessous. Je suis impatient de lire tes idées. Une femme, une épée, une nation.